nous allons reprendre, si vous voulez bien, quelques minutes de retard, avec nos illustres conseillers du CRESAM, Christelle Laetitia et Guillaume Ferron. Donc c'est parti pour 45 minutes de présentation sur l'accompagnement des personnes en situation de surdicécité. On en a parlé ce matin, on va rentrer dans le concret. Est-ce que vous m'entendez? Non? Non plus. Là, est-ce que vous m'entendez? Non? Là, oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Ferron, je suis accompagné de ma collègue Christelle Laetitia. Nous intervenons au titre du CRESAM, qui est le Centre national de ressources handicap rares pour les personnes en situation de surdicécité, qui intervient donc sur tout le territoire national. Et nous sommes co-référents pour la région Occitanie. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents. Avant de démarrer, nous allons, dans le cadre de cette présentation, utiliser des supports vidéo. Je voudrais savoir si dans la salle, il y a des personnes qui sont sujets du coup, à des déficiences visuelles pour qu'on soit en mesure de pouvoir adapter et passer en audio description. Très bien. Alors, cette présentation, elle s'appuie notamment sur les travaux de Jacques Souriau, qui a été le premier directeur du CRESAM. C'est peut-être un nom, en tout cas, qui fait écho pour vous. C'est en France une référence, en tout cas, par rapport à l'accompagnement des personnes en situation de surdicécité. Et donc, pour introduire, on va donc démarrer avec un travail qu'il a notamment réalisé, où il nous dit que la communication avec les personnes sourdes aveugles de naissance génère des défis qui ne consistent pas seulement à mettre au point des systèmes linguistiques capables de se substituer à l'usage normal de la parole, mais surtout d'élaborer des stratégies susceptibles de contourner les obstacles qu'oppose la surdicécité à la mise en place des compétences dialogiques qui précèdent et préparent l'usage du langage dans les situations de communication. Donc l'enjeu majeur dans la présentation, en tout cas l'échange qu'on souhaite apporter aujourd'hui, c'est d'apporter en tout cas l'idée que la reconnaissance des besoins de la personne, du coup, revient à un cadre extrêmement important et que, comme souvent parfois, c'est d'aller finalement au-delà des manifestations, des gestes qui peuvent en tout cas traduire une pensée, savoir comment effectivement les personnes sourdes aveugles sont capables d'élaborer une pensée. Et de pouvoir identifier que dans des situations d'interaction avec ces personnes, il existe plusieurs configurations possibles. La première configuration qu'on peut retrouver, c'est que lorsque l'éducateur perçoit et reconnaît chez la personne une forme de communication codée qui traduit une intention, et qu'il n'est pas pour autant possible d'interpréter ou de comprendre au moment où elle a lieu. Donc dans ce cas, la difficulté est consciente, elle est reconnue, mais il n'est pas forcément possible pour la personne de pouvoir comprendre finalement quel est le sens donné à cette manifestation et pour la personne. Donc c'est aussi, d'un point de vue professionnel, de sortir parfois de nos champs de représentation et d'amener l'idée que ce qui pour nous, là où un geste peut être évocateur d'un mot ou d'une demande, il peut revêtir une dimension beaucoup plus large chez la personne et traduire potentiellement, il peut en tout cas rattacher à la pensée de la personne qui du coup s'exprime avec son potentiel et ses capacités. La deuxième configuration qu'on peut retrouver, c'est lorsque l'éducateur identifie les gestes de la personne, mais il ne peut pas les rattacher à une intention communicative partagée. L'exemple qu'on peut vous donner, par exemple, c'est dans le cas d'une activité où une personne sourde aveugle se retrouve dans une activité du quotidien à faire le signe frites. Et dans ce contexte-là, il n'est pas possible, pour en tout cas la personne qui l'accompagne, de rattacher cette expression au-delà de l'expression gestuelle. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre cette expression, comment est-ce qu'on va pouvoir, surtout ce qu'on va pouvoir en faire. La première hypothèse qu'on peut faire, c'est le traduire comme une intention, une demande, et de comprendre que la personne souhaite à ce moment-là manger des frites, et qu'au regard du contexte, ça ne s'y prête pas du tout, et que au regard des éléments qu'on peut ensuite, quand on creuse, c'est de s'apercevoir que cette expression-là, elle est l'expression finalement d'une expérience qui a été vécue par la personne, mais qui n'est pas connue de l'éducateur. Et qu'au-delà de ce signe, ça peut,
pour une situation qui a été rencontrée, accompagnée, c'est que ce signe, finalement, il signifiait McDo. McDo, c'est les frites. Et que finalement, à ce moment-là, l'hypothèse qu'on a pu faire, c'était de se dire que cette personne-là n'était pas en train de demander à manger à ce moment-là, mais peut-être qu'elle voulait tout simplement échanger, ou en tout cas partager, finalement, l'expérience qu'elle avait pu vivre au regard de ce signe. Il est également possible de retrouver des configurations où l'éducateur identifie chez la personne donc une expression qu'il partage, mais cette expression, pour le coup, n'est pas adaptée à la situation. Donc, on peut, en tout cas, de manière assez schématique, raccourcie, attribuer finalement la cohérence de l'expression de la personne au regard du contexte. Pour vous donner un exemple, c'est la situation d'une jeune fille accompagnée qui se retrouve dans une activité équestre, qui est dans une calèche, et qui, pendant cette activité, fait le signe bonbon. Et effectivement, a priori, il n'y a pas de bonbons, on n'a pas de bonbons sur nous, il n'y a pas lieu, effectivement, qu'on soit en capacité de pouvoir lui donner. Et de se dire que finalement, au-delà de ce geste, l'expression de ce signe peut aussi traduire le plaisir qu'elle a lors de cette activité, de la même façon qu'elle peut ressentir lorsqu'effectivement elle mange un bonbon. Donc c'est aussi comment on peut se saisir de ces expressions-là pour les amener sur des gestes qui permettent, des significations partagées, qui permettent d'intégrer effectivement l'expression de la personne et lui permettre de comprendre qu'au-delà de ce signe-là, on a traduit, qu'on a compris que finalement c'était la notion de plaisir plus que d'objet qui était mise en œuvre. Enfin, la dernière configuration, c'est celle où la personne produit des mouvements ou des gestes qui ne sont pas repérés comme une intention porteur, en tout cas d'une intention communicative. Et dans ce cas, le problème n'est pas perçu. Et là, je souhaiterais attirer votre attention sur, effectivement, parfois, parce qu'on parle de personnes qui sont malvoyantes, malentendantes, mais qui peuvent aussi présenter, sur le plan physique, des limitations, qui fait que l'expression corporelle n'est pas forcément aussi ajustée, et que parfois, l'orientation du corps ou du visage de la personne peut aussi avoir fonction de pointage, et qu'elle peut aussi, avec son potentiel, avec ses capacités, avec ses ressources, essayer de se mobiliser différemment, et qu'il faut en tout cas envisager l'expression corporelle dans sa dimension la plus large, pour pouvoir en tout cas essayer de se saisir finalement de ces indices, pour essayer en tout cas de les traduire, et de les amener en tout cas une intention en tout cas de communication. Donc les transitions, elles sont multiples. Elles se font tout au long de la journée et elles se font tout au long de la vie. Elles sont présentes dans le quotidien des personnes, que ce soit pour les transports, que ce soit pour des enfants qui vont changer d'établissement pour leur dépassage d'établissement enfant à établissement adulte. Tout au long du parcours de vie de la personne, effectivement, les transitions, elles sont multiples. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux ces transitions pour pouvoir soutenir l'expression communicative de ces personnes. On vous propose du coup un premier élément de réponse. On ne parle jamais des systèmes qui marchent, hein? Entre autres, le système de calendrier. Hein? 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 Moi, je vais en parler. Voilà, donc je vais pas vous... On ne parle jamais des systèmes qui marchent, hein? Entre autres, le système... C'est pour être sûr que vous soyez bien réveillés. Donc, effectivement, on va parler du calendrier. Alors, on a parlé de beaucoup, déjà du calendrier, hein, ce matin. Mais il paraît que c'est de la répétition que naît l'acquisition. Donc, on va continuer. Et on va, pour commencer, parler de la notion du temps, parce que le calendrier, ça fait déjà référence au temps. Et si on prend les définitions pour faire plaisir aux linguistes, la fonction première du calendrier est d'inscrire le temps et le rendre perceptible. C'est aussi un système de repérage de dates en fonction du temps. Et ça permet d'inscrire les notions de passé, présent, futur. Nous, on utilise aussi beaucoup la saisonnalité, alors j'imagine que vous aussi, parce que ce sont des éléments qui sont fondamentaux et qui parlent à nos personnes, aux personnes que nous accompagnons. C'est vrai que l'été, il fait chaud,
Voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. L'hiver, il fait froid. Je suis désolée, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais voilà. Et l'automne, alors moi, c'est pas forcément la saison que je préfère parce qu'il pleut tout le temps, même à Carcassonne. Et ça, je vous le dis depuis 2 jours, c'est comme ça. Mais c'est aussi, je trouve, un moment important parce que quand on va dans les bois, il y a des odeurs particulières, il y a des bruits particuliers. Voilà, je trouve que c'est vraiment une saison très très riche et je trouve qu'elle permet d'attendre Noël, qui est une période extrêmement importante. En tous les cas, pour les personnes sourdes aveugles, Noël, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Donc, les choses qu'on peut ramasser lors des promenades, lors des sorties, ça vient vraiment être utilisé comme renforçateur par rapport au temps, par rapport aux saisons. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le rapport au temps que nous avons, il est complètement différent pour les personnes que nous accompagnons. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est important de le dire. Et du coup, comment est-ce qu'on inscrit effectivement ce temps dans la vie quotidienne de la personne et comment on l'aide à se structurer ? Le calendrier, il a également une fonction, en tout cas par rapport au repérage de l'espace, notamment par rapport aux lieux qui sont dédiés, là où la personne se vit et où la personne, du coup, en tout cas, fait ou exerce en tout cas des activités. Donc c'est aussi une fonction pratico-pratique de pouvoir lui donner ces éléments de repère par rapport au fait que certaines prises en charge, par exemple comme la psychomotricité, va se faire dans un lieu qui est dédié à la psychomotricité, que les activités du quotidien, des activités vont effectivement s'exercer dans des lieux vraiment distincts du lieu de vie, et aussi en lien avec le fait de donner les espaces par rapport à des espaces qui peuvent se trouver en dehors du lieu de vie lorsqu'on a des activités accompagnées. Je pense par exemple à la piscine ou sur des activités où le fait d'aller faire les courses avec la personne sont des éléments en tout cas importants, en tout cas qui sont en fonction dans le calendrier. L'anticipation, alors c'est l'enjeu effectivement de rendre prévisible ce qui va se passer après, tant au niveau de l'activité qu'au niveau de l'intervenant. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'on marque l'activité ou est-ce que l'on marque la personne ? Qu'est-ce qui est le plus significatif finalement pour la personne que l'on accompagne ? Et ça sous-tend, et c'est ce qui a été dit ce matin, que chaque intervenant a un signe, un objet, un picto, voilà, qu'on puisse parler de lui en son absence, mais que quand même ça a une signification. Alors dans l'anticipation, moi je voudrais insister un petit peu sur le fait que parfois dans la relation éducative, on se met en action et on dit à la personne, voilà, on va faire ça, et finalement il y a un grand temps où il ne se passe rien. Et l'action commence avec un temps de décalage qui est très important, et je pense surtout au moment des repas. Voilà, c'est l'heure d'aller manger, sauf que le temps qu'on dit c'est l'heure d'aller manger, le temps qu'on s'installe et le temps qu'on mange, généralement il y a beaucoup de temps qui se passe, et après c'est vrai qu'on se dit franchement le moment du repas c'est un peu compliqué quoi. C'est des moments où ça peut exploser un peu vite, mais en fait on ne se pose pas tellement la question du temps de latence qu'il y a eu, et que les personnes qui ont besoin d'être un peu soutenues dans leurs pensées, finalement, s'il y a eu 10 minutes ou même 5 minutes de rien, eh ben, peut-être qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et que du coup, le moment du repas, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles hier, nous n'avons pas attendu notre collègue pour manger. Voilà. Sinon, tu arrivais et tout le monde était en crise. J'ai eu de la chance. Ben, bien sûr. Dans le côté anticipation, moi j'aime bien la notion du petit rien du quotidien, parce que les petits riens du quotidien, on en a toute la journée, des petits riens du quotidien, et si on arrive à baliser des activités, les petits riens, voilà, c'est du rien. Et pourtant le rien est extrêmement important. Je vais juste prendre l'exemple des personnes qui n'ont pas forcément acquis la propreté. Et comment on inscrit ce temps de change et comment on prévient la personne de ce temps de change. Je veux dire, voilà, on va aller dans la salle de change, ok, mais finalement,
est-ce que avant d'aller dans la salle de change, on ne pourrait pas donner le change, donner un paquet de lingettes, donner le gel de toilette intime, quelque chose qui est signifiant pour la personne, histoire de la prévenir. Enfin, je veux dire, en plus, quand on est avec des adultes, c'est quand même des actes très intimes, et je pense que de prévenir les personnes, c'est normal. Je pense que chacun ici ne tolérerait pas qu'on touche à son intimité sans qu'on la prévienne. Voilà, et non. Vas-y. Le quatrième volet qu'on souhaite développer aussi, c'est celui en fait en lien avec la communication, puisque le calendrier, quelque part, il est aussi, il permet de soutenir des situations d'interaction. Des situations d'interaction qui vont être répétées plusieurs fois, soit par jour, ou en tout cas dans le cadre de l'organisation des journées. Et même s'il a pour fonction d'apporter des éléments d'information, il est aussi, je pense, un temps privilégié avec la personne. En tout cas, il est presque un prétexte, en tout cas, pour pouvoir être en relation et soutenir la relation avec la personne. Et dans la mesure où c'est une activité qui est répétée, elle permet aussi de pouvoir développer des aspects, en tout cas coder de la communication, et d'avoir des moments un peu plus privilégiés. Ce contexte, en tout cas, il suppose aussi une vraie disponibilité du partenaire de communication. On voit aussi parfois dans les établissements où effectivement la notion de temps est importante parce que les professionnels n'ont pas forcément le temps ou ne prennent pas forcément le temps, qu'il y a un quotidien, effectivement il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs, et que le fait, il est parfois difficile en tout cas de pouvoir se dégager du groupe ou de s'extraire du groupe pour avoir un temps unique et un peu plus privilégié avec la personne. Donc c'est aussi quelque part un temps qui se veut de qualité pour pouvoir permettre en tout cas peut-être aussi de repérer finalement l'émergence de gestes nouveaux chez la personne, parce que pour le coup ce temps-là est beaucoup plus propice qu'il ne peut l'être effectivement peut-être le quotidien. Donc, au niveau des déficiences sensorielles, il va de soi que nous allons devoir rendre accessible l'information. Donc, qu'est-ce qui va être le plus signifiant, hein? C'est vrai que ce matin, vous l'avez dit, il faut absolument que ce soit signifiant pour la personne qu'on accompagne, et on ne part pas de nos représentations, mais bien de ce qui prend sens pour la personne. Juste pour exemple, c'est vrai que par exemple pour l'activité piscine, il y a des enfants où ça va être le bonnet parce que c'est une texture un petit peu particulière, parce que des fois c'est un petit peu chiolette, hein, il faut dire quand même. Mais ça peut être la serviette, ça peut être l'odeur du chlore, hein, et sur certains calendriers, effectivement, il y a des petits morceaux de serviettes éponges qui sont découpés sur lesquels on a été mettre un peu de javel. Pour que, effectivement, c'est une entrée sensorielle, et pour que l'enfant, que ça prenne sens. On va à la piscine, c'est l'odeur de la piscine. C'est pareil pour l'activité poney. Dans plein de calendriers, on a un peu massacré le crin des chevaux. Voilà, donc on y va, on coupe et on fait des petits... Et au moins ça parle, parce qu'on le touche, parce que ça a une odeur. Voilà. Alors ça peut être de la paille aussi. Bon, généralement, le crin, ça marche mieux quand même. Mais on a aussi besoin de travailler et en collaboration. Alors c'est même pas travailler, c'est de la co-construction avec les familles, parce que les familles nous donnent aussi les clés des possibilités de leurs enfants et des habitudes de vie de leurs enfants et de leurs adultes, hein, d'ailleurs. Et juste pour l'exemple, à l'établissement d'enfants, on avait questionné les familles sur qu'est-ce que fait votre enfant quand il rentre chez vous. Et il y avait un petit garçon qui, quand il arrivait chez lui, enlevait ses chaussures et frottait ses pieds sur le tapis de coco. Voilà, le tapis de coco, c'était vraiment ça qui était signifiant pour lui.
Et du coup, la famille nous a donné un morceau de ce tapis. Ils sont très gentils, les familles, en fait. Hein. Ils découpent même leur tapis pour nous en donner, c'est quand même vachement sympa. Et on avait mis ça dans le calendrier. Et du coup, quand l'enfant touchait le tapis coco, il savait très très bien qu'effectivement, il allait rentrer à la maison. Alors que nous, on aurait pu partir sur, effectivement, peut-être la valise, peut-être le sac où on met le linge sale, enfin, peu importe, on peut tout imaginer. Mais c'est vrai que le fait de travailler en collaboration avec les familles, forcément, ça donne des choses qui sont beaucoup plus signifiantes, finalement. Ensuite, pour les déplacements en voiture. Souvent, on est appelé à se déplacer dans les institutions et je ne suis pas sûre qu'à chaque fois on dise à la personne on va prendre la voiture, c'est on va au rendez-vous, éventuellement. Et éventuellement, parce que des fois on ne sait même pas trop nous-mêmes où on va, donc c'est un peu compliqué. Mais en tous les cas, c'est pareil, quand on doit prendre la voiture, qu'est-ce qui fait sens pour l'enfant ou l'adulte ? Est-ce que c'est le fait de mettre la ceinture, parce que corporellement ça donne des informations ? Ou est-ce que l'enfant, quand il arrive près du véhicule, il va passer sa main sur la tôle, et du coup, est-ce que c'est ça qui est signifiant pour lui ? Donc en fait, on va créer des pictos tactiles, on peut appeler ça, oui, appelons ça comme ça. Mais pour certains jeunes, nous, on découpait effectivement des ceintures, alors pas celles des véhicules de l'établissement quand même. Ouais, c'est mieux, hein. Mais en tous les cas, on allait dans les casses et on découpait des morceaux de ceinture et des morceaux de tôle aussi qui étaient, rassurez-vous, polis. Voilà, il n'y avait pas question de se blesser. Mais du coup, on est aussi sur la porte d'entrée avec les thermorécepteurs, ce qui est doux, ce qui est lisse, ce qui est chaud, ce qui est froid. Et certains enfants, ce matin on parlait du profil sensoriel, et certains enfants ou certains adultes ont besoin aussi de ce retour d'information, et c'est comme ça que les choses vont s'inscrire pour eux. Et juste par rapport au toucher et aux déficiences sensorielles et visuelles, là du coup en particulier, c'est qu'un objet tel qu'une voiture, on ne peut pas en faire l'expérience tactile une seule fois. Enfin, je veux dire, le toucher, c'est quelque chose de séquentiel, et que du coup, les séquences, il faut les mettre bout à bout pour avoir une image globale. Et ça, c'est vraiment un acte important et compliqué à faire pour les gens. Et du coup, le travers de ça, c'est que parfois, on peut avoir tendance à vouloir utiliser des miniatures. Voilà, la miniature, on se dit que ça peut faciliter les choses, sauf que ça n'a aucune représentation commune avec l'objet réel. Donc les miniatures, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi on les utilise et à qui ça s'adresse. Voilà, parce que le mouvement de la voiture comme ça, c'est pas le mouvement quand je suis dans la voiture. Je veux dire, au niveau proprioceptif, c'est complètement différent. Du coup, oui, les potentialités sensorielles, donc évidemment, il va falloir s'appuyer sur elles. Donc, qu'est-ce qui va être significatif pour ces personnes ? Est-ce qu'on va être sur des photos ? Alors, peut-être que les photos, il faudra même les épurer. Maintenant, on a des beaux logiciels qui nous permettent ça, parce que quand il y a trop d'informations, c'est trop compliqué et c'est pas utilisable. Est-ce qu'on va être sur des pictos classiques, ou est-ce qu'on va devoir créer des pictos ? Et bien évidemment, tout ce qui va être de l'ordre de la perception des couleurs, forcément. Et dans les conditions environnementales, et ça a été dit aussi ce matin, c'est où est-ce que je vais placer le calendrier pour qu'il soit accessible et par exemple pas à contre-jour. Voilà. C'est bête, hein, mais ça s'observe quand même. Ou dans les zones qui ne sont pas très éclairées, du coup, c'est un peu compliqué. Le calendrier, c'est aussi penser l'aspect évolutif des supports qu'on va pouvoir utiliser, avec l'idée de se dire qu'une personne, effectivement, elle est avec, en tout cas,
toujours un potentiel, et que ce potentiel, il est là pour être soutenu, pour être développé et encouragé, et que les supports qui peuvent être utilisés dans le cadre de la petite enfance ou sur un âge déterminé sont aussi amenés à évoluer avec l'expérience de la personne. Donc c'est aussi dans l'idée de dire que les choses ne sont jamais figées, et qu'elles demandent en tout cas à être étayées et à s'inscrire en tout cas aussi dans l'expérience de la personne. Comme le disait Christelle, effectivement, l'enjeu c'est de savoir finalement d'aller repérer finalement, par exemple, les objets ou les éléments qui ont la plus forte signification et qu'on peut rapporter à l'expérience directe de la personne pour essayer d'y faire sens et permettre à la personne de pouvoir en tout cas être dans construire en tout cas pouvoir anticiper finalement les éléments du monde qui se présentent à elle. Mais c'est de dire que les supports et les objets peuvent aussi changer, peuvent aussi bouger. Et que c'est pas parce qu'à un moment donné, on a déterminé qu'avec la personne qu'il y avait un objet qui était peut-être plus pertinent qu'un autre, que dans le temps, il peut être amené finalement à être reconsidéré, réinterrogé au regard des expériences multiples de la personne. Alors, le côté adaptable, il a été dit un certain nombre de fois ce matin. Ça va être différent d'une personne à l'autre, et le calendrier, effectivement, il est soit sur la semaine, soit sur une journée, soit sur une demi-journée, soit activité par activité, parce que le fait de mettre trop de choses sur le calendrier, en fait, ça va vraiment générer des situations d'angoisse, et de toute façon, l'information ne sera pas retenue. En fait, il faut vraiment envisager le calendrier comme une démarche, hein, ça vous l'avez bien compris, et ça a été dit aussi ce matin, c'est qu'une fois que l'activité est réalisée, on revient sur le calendrier, on enlève le picto et on passe à autre chose. Ça permet effectivement de se projeter dans un après. L'autre élément, c'est aussi par rapport à la forme du calendrier, la forme en tout cas qu'il peut prendre, et qu'effectivement, il a été souvent question des potentialités en tout cas des personnes, et que c'est comment du coup on va pouvoir aussi s'adapter en tout cas à ces compétences-là pour en tout cas faire que le calendrier soit plus adapté. L'idée, c'est qu'effectivement, il peut prendre différentes formes. Ce matin, il a été question d'agenda, et on a évoqué aussi les supports muraux. Ça peut être des casiers, par exemple, pour ranger les objets. Ce calendrier, il peut être fixe, il peut être mobile. Donc, effectivement, l'idée, c'est de pas forcément se fixer sur une seule norme. Peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que souvent, effectivement, les calendriers, en institution, ils sont balisés effectivement sur toute la semaine, mais avec des accompagnements qui s'exercent du lundi au vendredi et qui sont balisés après au samedi-dimanche finalement. Quand on est éducateur, on ne peut pas forcément projeter de ce qui va se passer, des activités qui vont se dérouler au sein de la maison. Donc effectivement, il y a des informations qui manquent, et c'est un petit peu, ça peut aussi s'inscrire comme être intégré comme une rupture finalement dans l'emploi du temps de la personne. Donc peut-être un élément nouveau qui nous amène aussi à repenser finalement la forme des calendriers, c'est d'avoir aussi des formes circulaires, un peu à l'image d'une horloge, finalement comme le temps finalement ne s'arrête jamais, de pouvoir aussi permettre à la personne de prendre conscience effectivement de cette dimension d'enchaînement, et de pouvoir aussi intégrer ces éléments nouveaux. Bien sûr, il nous paraît aussi indispensable que c'est une démarche qui doit être travaillée aussi avec les familles, pour que, effectivement, si on a des éléments avec lesquels on travaille au sein des établissements, qu'ils puissent être pris avec la famille, au sein du foyer en tout cas. Et enfin, pour finir, le côté information. Donc évidemment, c'est transversal à l'ensemble des idées qui viennent d'être développées, hein. Le calendrier, en fait, c'est vraiment c'est un prétexte à une relation peut-être de meilleure qualité, ou en tous les cas, on est disponible pour la personne. Et puis, c'est vrai que c'est un support de communication, mais ce n'est pas de la communication, puisque informer, ce n'est pas communiquer. Voilà. Donc on vous présente quelques calendriers qui sont utilisés dans l'établissement d'enfants, le CESA, à Poitiers.
Donc, sur la ligne en haut, c'est la serviette qui représente le repas du midi. Voilà. Et puis ensuite, vous avez une déclinaison d'activités qui sont proposées à cet enfant. Donc, il y a la ceinture de judo, il y a les clés de la salle de musique, enfin, qui ne sont pas les vraies clés, hein, vous imaginez bien. Il y a le licol pour l'activité poney. Là, on n'a pas sacrifié la crinière. Ensuite, il y a l'ergot. Le sac en plastique, en fait, pour l'enfant, c'était de mettre le linge sale dans le sac qui était signifiant. Et ça donnait vraiment le départ de l'établissement. Et en fait, les textures à côté, c'était ce qu'il y avait chez lui. En fait, quand il rentrait à la maison, c'est des morceaux de tapisserie de chez ses parents. Et du coup, voilà. Donc, c'était le vendredi après-midi, en fin d'après-midi, le samedi et le dimanche. Tu es à la maison. Et voilà, c'est une des propositions qui est faite. Ensuite, on a l'autre proposition, et là, on est sur un classeur, où effectivement, on a plusieurs choses, en tous les cas. Pour l'ergothérapie, on avait collé un clou, donc on avait là l'objet en 3D, et à côté, on avait le dessin. En dessous, voilà, un maillot de bain taille réduite, pour signifier la piscine, pardon. Et en fait, chaque jour était découpé comme ça dans un classeur pour cette personne. En l'occurrence, c'était pour un adulte. Et à côté, donc, le calendrier circulaire qui permet d'abaisser le niveau d'angoisse pour certains enfants. Donc avec des textures différentes. Alors là où il y a les ronds, ce sont les jours. Et du coup, on tourne que les jours et on met les activités. Donc là, pour cet enfant, il y avait les activités pour toute l'après-midi, mais pour certains, on ne met qu'un pictogramme. Et parfois, on laisse le pictogramme, il est en double, et on prend le pictogramme à côté, le même, donc celui goût et odeur, et on va dans la salle où il y a goût et odeur, pour maintenir justement le fait de dire oui, je vais bien dans cet espace-là. Voilà, ça c'est important. Alors, d'autres propositions, et juste, je vais peut-être plus parler de celui-ci. Alors en fait, c'était pour une jeune fille qui a un syndrome particulier, mais du coup, alors malvoyante, malentendante. Et elle était très très branchée sur quand même l'audio, même si elle n'entend pas très bien. Et en fait, on enregistrait des messages, vous savez, c'est les petites cartes qu'on trouve chez Optoys, et on peut enregistrer des petits messages verbaux. Et en fait, on utilisait ça dans son calendrier, et ça marchait très très bien. Si on n'était que visuel, bon, on n'avait pas beaucoup, enfin ça tenait pas longtemps dans le temps, alors que si on rajoutait de l'audio, on avait quelque chose qui était bien meilleure qualité. Et puis à côté, calendrier, je pense que tout le monde connaît, c'est peut-être le plus classique en tous les cas des calendriers. On vous propose une petite vidéo pour un exemple de travail avec un jeune malvoyant sourd avec troubles associés et son éducatrice. Voilà, donc puis on en reparle après si vous voulez. Dimanche, Renate vient et tu sors avec elle. Tu vas avec Renate boire un café et manger du gâteau. Oui. C'est une super semaine. Oui? Tu veux revérifier? Oui, le monsieur du film est là. Massage.
l'église, oui. On va à la messe, oui. Tu vas à la gym. Tu vas voir les fleurs, oui. Tu vas avec Kerstin au village pour acheter du chocolat, oui. Voilà, donc c'est un exemple. Juste ce qui est, enfin, ce qui me semble intéressant après, voilà, c'est qu'il a quand même, il a besoin de confirmer, de faire confirmer par l'éducatrice que effectivement, il a bien compris que c'est bien ça, que l'information est bien enregistrée et que du coup, il y a ce feedback qui est chouette et voilà, je trouve que voilà. Un autre exemple de travail sur le calendrier. Vas-y. Oui. Ce qu'on peut, du coup, alors on va vous présenter la vidéo. Juste pour vous expliquer, au préalable, avant cette vidéo-là, il y a eu tout un temps avec des cahiers, du coup, où l'organisation de l'emploi du temps a été faite et travaillée avec la personne. Donc, la jeune fille a été accompagnée dans cette démarche-là pour aller se saisir des différents éléments, pour les positionner sur le calendrier qu'on va retrouver sur la table. Et on arrive du coup en fin d'activité. Et du coup, là pour le coup, on vient revérifier finalement l'ensemble des éléments d'information qui viennent d'être extraits des différents classeurs pour refaire la semaine. Okay, now it's your turn to sign. What's that one? Keyboard. What? One more time. Yes, keyboard. Good signing. And then... Ooh, what's that one? Art. Class with Eric. Eric. Good sign, you. And then... What's that one? P.E. Both hands. P.E. Good. P.E. You guys are swimming. Both hands. Swimming with Stephanie. Good, Stephanie. And then we're going in the... Donc peut-être ce qu'on peut en tout cas essayer d'apporter, c'est que finalement le calendrier c'est à la fois des supports, mais pour moi c'est surtout une démarche finalement, et c'est une démarche active à la fois surtout pour la personne accompagnée et aussi pour le partenaire de communication. Donc effectivement ça suppose effectivement d'avoir du temps, de prendre ce temps-là, mais que c'est en soi effectivement je trouve un excellent support de soutien et d'échange pour favoriser en tout cas l'émergence de gestes nouveaux et l'expression de la personne à la fois dans sa globalité et de soutenir en tout cas tout son potentiel. Donc on arrive au terme de cette présentation et peut-être l'idée globale, en tout cas par rapport à cette démarche d'accompagnement auprès des situations, c'est aussi finalement une démarche qui est toujours pensée par rapport à la personne, en lien à la fois qu'on retrouve effectivement souvent dans les structures qu'on accompagne ou auxquelles la personne se trouve. Mais c'est aussi de dire que c'est une démarche qui peut être pensée par rapport à la fois au reste du groupe, dans une démarche beaucoup plus globale finalement, pour signifier aussi les transitions, parce que on a souvent tendance à signifier à la personne, par exemple, sur les déplacements, des présences d'absence, ou lorsque, par exemple, l'exemple que je peux vous donner, c'est sur un changement de structure enfant-adulte, par exemple, on va accompagner la personne dans cet état, donc cet état de changement, lui signifier, lui donner des informations. Donc, on le fait pour la personne, mais parfois on oublie aussi de le faire pour le reste du groupe. Et que, du coup, on doit aussi accompagner, enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est une démarche qui, à la fois, je pense, être pensée de manière individuelle, mais aussi collectif par rapport à un collectif. Voilà. Merci. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation. Restez là peut-être 2 minutes. S'il y a une ou deux questions, on peut se permettre le temps pour nous de réaliser une prouesse technique. C'est de se mettre en visio avec nos collègues ensuite qui sont à Lille pour la présentation suivante. Mais il y a peut-être des questions ou des compléments dans la salle. Madame Robler, je vous amène le micro. Alors, je voudrais simplement poser la question, vous dites parfois il y a aussi de l'audio qui est en support, enfin qui vient en complément, mais sur quel support? Comment vous associez les deux? Eh bien, en fait, sur le calendrier, là, donc, c'est une petite plaque où on avait enregistré donc un message pour cette jeune fille. Je ne me souviens pas de ce qu'on avait enregistré. Et en fait, elle pouvait elle-même aller appuyer sur le bouton et du coup, elle entendait le message. Donc c'est enregistré Ouais. Ben, c'est une petite plaque qu'on trouve chez Optoys et on enregistre les choses comme ça. Des petits messages. Ouais. Moi, j'avais juste alors une question, une réflexion, je sais pas, mais moi j'ai toujours la difficulté. On parle de personnaliser à chaque fois, de partir surtout sur l'objet, de partir vraiment d'un objet significatif pour la personne. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai toujours la réflexion sur entre le personnalisé et la généralisation aussi quand les personnes sont sur un établissement, pour la communication, certes, entre professionnels et enfants ou personnes, mais aussi, je me dis, dans le but de aussi peut-être favoriser la communication entre pairs, parce que si on a deux objets significatifs pour la personne, ça fait 2 langues un peu différentes. Comment on peut avoir cette question de jusqu'où on personnalise, mais jusqu'où aussi, des fois, on peut aller jusqu'à la généralisation pour favoriser aussi l'inclusion dans l'établissement. C'est vaste comme sujet, mais c'est toujours très compliqué, je trouve, pour moi, autant sur les pictos, mais encore plus, je trouve, avec les objets. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Tu veux répondre? Comme vous, vous pouvez avoir une activité commune par rapport à plusieurs personnes, mais pour autant, chaque personne peut avoir son propre référentiel et un sens porté différent par rapport à l'expérience donnée. Et du coup, pour moi, j'ai quelques limites par rapport à l'idée de pouvoir généraliser, en tout cas les supports de communication par rapport au plus grand nombre. Effectivement, pour les professionnels, c'est confortable, mais effectivement, dans l'intérêt des personnes, je pense que c'est tout aussi compliqué. Donc, en fait, on est sur effectivement un dilemme et se dire que, pour moi, la question, c'est pour qui on le fait. Pour qui on le fait, donc on le fait pour les personnes. Donc, c'est plutôt à nous de nous adapter pour pouvoir, en tout cas, leur permettre d'avoir les supports qui seront les plus efficients. Après, la condition de pouvoir permettre d'avoir un objet qui permette entre les personnes, entre pairs, de pouvoir échanger, je pense qu'il ne faut pas oublier que sur des situations d'échange, la qualité de l'échange tient aussi à la qualité et la disponibilité du partenaire de communication. Et je ne suis pas sûr que, en tout cas, j'ai quelques réserves en tout cas, sur la qualité et la disponibilité de 2 personnes qui sont en difficulté pour intégrer les éléments du monde au regard de leurs conditions et s'adapter à la condition de l'autre. Voilà, donc j'ai plutôt quelques réserves par rapport à ça. Bon, après, juste pour finir, les personnes sourdes, aveugles de naissance sont quand même très égocentrées et que effectivement, ils vont pas aller spontanément essayer d'initier une discussion avec leurs camarades. Et que souvent l'initiative des interactions, elle est portée par les professionnels et du coup envers une seule personne. Mais après, c'est aussi ce qu'on tend avec la mise en place du calendrier et des objets. L'évolutivité, c'est aussi partir d'un objet très significatif pour aller peut-être vers
quelque chose de plus global et puis après un signe. C'est en ça aussi où on se dit on commence petit et puis on va essayer effectivement d'augmenter le champ lexical, le vocabulaire, le patrimoine aussi tactile et visuel. Merci beaucoup. Merci.